avoir, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, oui, je poserai juste une question par rapport au PAP dont j'ai vu les projets qui me paraissent super intéressants, puisque c'est la liste des solutions, en tout cas des aménagements possibles dans les classes. On nous dit qu'ils ne sont pas prévus pour les enfants qui relèvent de la NDPH, puisque ceux-ci bénéficient d'un PPS qui sur le terrain est inexistant. Donc je trouve ça très dommage, parce qu'un PAP tel qu'on le voit peut être tout à fait efficace, et du coup, l'enfant qui relève de la NDPH, on attend souvent l'ESS qui peut avoir lieu au mois de décembre, et là, découvrir que l'enseignant, tiens, il prend connaissance des difficultés de l'enfant. Voilà. Mais en fait, ça fait 3 ou 4 mois qu'il est en souffrance, et les parents aussi, et l'enseignant, bien sûr. C'est vrai que c'est une mine, ces échanges de remarques, et effectivement, le partenariat comme une action commune négociée, comme dirait Vérini, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas là pour se mettre tous d'accord, mais pour construire ensemble avec un projet commun. Il y aurait beaucoup à discuter, effectivement, sur une forme de médicalisation de la difficulté scolaire tout de suite, qui fait que c'est pas parce que l'enfant a un PPS qu'il n'y a pas des réponses pédagogiques à apporter. Il y aurait aussi beaucoup à discuter. Et j'ai un autre problème, chacun les siens, vous allez me dire, mais c'est juste à moins 10 que tout le monde veut parler. Donc je vais laisser une question, une prise de parole rapide, et puis je donnerai la parole successivement aux membres de la table ronde pour une remarque conclusive en forme de proposition. Voilà. Bonjour. Donc, Monsieur Bulzé, je suis coordinateur de la classe Ulysse de Chamalières. Je voulais juste porter une petite précision par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as parlé du 100%. Tout le monde laisser poser la question. Au lycée. Oui, non, je voulais juste. Non, c'est pas chez moi. Je voulais juste porter. Je voulais porter une. C'est bien chez moi. Donc je voulais porter une. Oui, tout le monde se posait la question. Oui, des enfants handicapés qui peuvent valider le CAP. Ces enfants, la plupart, alors ils sont que, on va dire, c'est à travers un jeu de compensation, et ce qu'on appelle aussi des CCF, et donc une équipe pédagogique qui joue le jeu. Donc c'est pour ça, la plupart. Et il faut savoir si à 100%, c'est parce qu'ils ne sont pas tous inscrits au CAP, il faut bien comprendre. Il y en a certains qui passent le CAP, d'autres qui ont ce qu'on appelle la validation du livret de compétences. Donc voilà, 100% ça vient du 4 au 5 qui sont inscrits, qui peuvent jouer, qui peuvent passer le CAP parce que toute l'équipe pédagogique joue le jeu et parce que la compensation elle est là à travers la loi 2005 et aussi, tout simplement, il y a aussi les CCF qui permettent donc une validation au cours de l'année. Ces enfants, ils ne sont pas capables de valider donc un CAP ponctuel. D'accord? Voilà, merci. Merci. Une intervention. Donc moi je suis maman d'un enfant portatrice célibataire et je me suis beaucoup reconnue dans le témoignage de Barbara. On a à peu près le même parcours, enfin, nos enfants ont à peu près le même parcours. Si ce n'est que nous, on n'a pas rencontré l'enseignante qui a changé notre vie. Donc du coup, Thomas est maintenant scolarisé en famille. Et pourtant, je suis une militante de l'école inclusive et j'ai multiplié les actions sur le département pour qu'on y arrive. Mais à un moment donné, c'est plus possible, donc on arrête les frais pour l'enfant, mais aussi pour les enseignants, parce que ce que j'expliquais, j'avais pas en face de moi des personnes malveillantes, j'avais en face de moi des gens qui ne comprenaient pas ce que je leur demandais. Et avec un enfant qui était en réussite, puisqu'il avait 17 de moyenne, donc ça peut paraître hallucinant, mais il était en CM1, mais avec des efforts derrière qui étaient inhumains, plus que surhumains, inhumains, parce qu'il passait son temps à travailler. Voilà. Et par contre, je voulais moi rebondir sur ce que j'ai entendu et des petites choses comme ça qui, à mon avis, pourraient amener aussi un peu des solutions. Donc, la première chose, c'était sur le partage de l'enfant. Alors moi, je ne parlerai pas de partage de l'enfant, mais je parlerai de partage de responsabilité. C'est-à-dire que mon enfant a eu successivement 5 enseignantes, puisqu'il a d'abord été en glisse et on l'a changé parce qu'effectivement, il s'ennuyait. Et j'ai toujours regretté que les enseignantes de l'année suivante ne s'appuient pas, ne créent pas de partenariat déjà entre elles et ne s'appuient pas sur ce qui avait marché pour continuer. Et ça, c'est vraiment un grand regret parce qu'il y avait quand même des choses qui marchaient. Et voilà. Et ensuite, il y avait. Donc, la deuxième chose, c'était le rôle des parents. Quelle place on a ou pas au sein de l'école. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une tradition française où l'école c'est l'école et les parents c'est les parents et on s'arrête à la porte de l'école. Alors quand on est des mamans impliquées dans l'éducation de nos enfants,
obligé de les défoncer, ces portes, pour y proposer des choses. Voilà, parce qu'on est, oui, malgré tout, des expertes de nos enfants. Et moi, je me souviens avoir dit à Sylvie Sèvres aussi, je ne comprends pas pourquoi moi, en tant que maman, j'arrive à enseigner des choses à mon enfant, et pourquoi les enseignantes n'y arrivent pas. Alors elle m'a répondu quelque chose qui a fait son chemin, qui était, oui, mais toi, ça fait 10 ans que tu y penses. Alors effectivement, moi j'ai un enfant à m'occuper, et ça fait 10 ans que je pense à comment je fais pour qu'il y arrive. Et on y arrive. Voilà, et donc je me dis qu'effectivement, il est important qu'on puisse être des partenaires de l'éducation de nos enfants, y compris au sein de l'école. Et à chaque fois que j'ai pu m'asseoir à une table avec l'enseignante, que j'ai pu lui montrer comment je travaillais avec mon fils, ben, l'année a été plus intéressante que quand on ne pouvait pas le faire. Voilà, et j'avais une autre question par contre qui me paraissait intéressante, c'était notamment sur le pôle ressources, parce que j'en ai déjà entendu parler de ces pôles ressources ASH, et j'ai aussi entendu des enseignants à qui on avait proposé de faire appel à ce pôle ressources. Et apparemment, donc, les enseignants ont le droit ou pas d'y faire appel, c'est-à-dire que ça relève de leur... Et en même temps, c'est dommage parce que les enseignants qui font appel, en général, seront mieux accompagnés, et donc du coup, l'élève aura plus de chances d'y arriver. Et quand alors nous, on a le cas d'un jeune porteur de trésorerie d'intérêt qui passait un CAP, dont l'enseignant a refusé, l'équipe éducative a refusé de faire appel à ce pôle ressources. Et effectivement, il a échoué puisqu'il n'y a pas eu les aménagements nécessaires et les prises en compte de ces difficultés. Donc, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que ce soit effectivement un recours quasi obligé, quoi. Voilà. Merci. Une des pistes concernant le partenariat, c'est qu'effectivement, chacun puisse être considéré comme spécialiste de son domaine. L'auxiliaire de vie scolaire, en quelques semaines, elle connaît mieux l'enfant que quiconque en tant que professionnel. Les parents le connaissent d'un autre point de vue et chacun est spécialiste, l'enseignant de la classe étant spécialiste de cette classe. Et là, on arrive à fonctionner. Dans la circulaire de rentrée, la mise en place de pôles ressources dans chaque circonscription est avancée. Et donc, il y a effectivement là matière, je crois, à construire des pôles de compétences qui pourront être utiles. Et j'imagine qu'Aurélie ou Karim pourront répondre. Qui est-ce qui veut commencer Oui, alors pour conclure, je vais juste continuer votre idée. Il me semble qu'il y a, pour le partenariat avec les familles, il y a une fausse bonne idée et peut-être une vraie bonne idée. La fausse bonne idée, c'est en tout cas dans le canton de Genève, il y a de façon quasi obligatoire, on va dire, 2 réunions réseau. Je ne sais pas s'il y a la même chose en France. Donc c'est 2 moments dans l'année où justement tous les professionnels et les parents doivent se retrouver autour d'une table. Et ça, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Parce que ça déculpabilise tout le monde dit que c'est bien, on va faire une réunion réseau, c'est super. Mais on se rend compte que non seulement les décisions, alors pour les parents, en fait, les décisions avaient été prises avant, donc de toute façon, on arrive, tout est déjà décidé. On a le plaisir aussi de voir que certains professionnels ne se sont pas parlé avant et qui découvrent qu'en fait, ça fait une année que l'un fait un truc et que l'autre fait autre chose. J'aurais préféré ne même pas voir ça, en tant que parent, parce que voilà. Et en réalité, en fait, pour nous, dans notre expérience, et dans ce qui est ressorti des 30 entretiens, toutes les familles sont quasi unanimes pour dire que ces grosses réunions ne servent pas à grand-chose. Et on préférait un vrai partenariat, en réalité, vraiment dans l'année, quelque chose d'organisé autrement. Du coup, oui, par exemple, juste un exemple, mais ces réunions partenariat, ces réunions réseau, comme il s'appelle, par exemple, ça nous empêchait d'aller voir la maîtresse en individuel. C'est-à-dire que je n'avais jamais le droit de demander à la maîtresse de la voir seule après la classe. D'accord, je fais très très vite. La vraie bonne idée, c'est peut-être d'avoir des vrais outils, des outils de partenariat, et l'un d'entre eux, ça pourrait être peut-être un portfolio, par exemple un portfolio de transition scolaire, qui serait construit à la fois par les familles et les enseignants, les autres professionnels. Pourquoi pas, ce portfolio, il pourrait durer 1 année, 2 années. Moi, honnêtement, par exemple, j'ai envie de commencer l'année prochaine à monter ça en sachant qu'il y a une transition qui arrive à 12 ans, donc j'ai 3 années devant moi. L'idée étant de vraiment montrer plein de choses, c'est-à-dire à la fois ce que Sacha sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'on aimerait bien qu'il fasse, mais aussi sa marge de progression en 3 années, parce que souvent on a ce fameux mot de limite de capacité à Genève.
façon très concrète, voilà, en 3 ans pour moi, il a évolué. Alors imaginez encore en 3 années ce qu'il pourrait faire. Et l'idée, ce serait que cet outil, ça soit un outil co-construit, voilà, avec les enseignants. Voilà. Moi, je voudrais juste reprendre l'idée de valoriser les élèves et leurs capacités avec cet exemple dans un collège. On a réfléchi pour un enfant qui avait ces difficultés de comportement, je ne vais pas dire troubles, parce que pour moi c'était avant tout des difficultés qui mettaient vraiment mal toute l'équipe enseignante. Et on a essayé de voir dans quel domaine il était compétent. Il était compétent en sport. Donc nous avons initié un tutorat en sport. Et ça marchait. Et du coup, on s'est rendu compte, tiens, en technologie, n'était pas mauvais non plus. On l'a étendu. Et je pense que le tutorat est une idée intéressante qu'on devrait développer, à mon avis, effectivement, dès la maternelle. C'est permettre à des élèves d'être valorisés et surtout de partager, d'aider, d'être patient, d'être tolérant par rapport aux autres. Et ça permet d'inverser un peu le regard sur certains enfants. Voilà, juste pour dire avant de... Voilà, la solution, elle vient un petit peu... le côté positif, c'est Barbara qui m'a fait penser à ça quand elle a dit « Mon enfant a été invité cette année à cet anniversaire